Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 23 novembre 2023. Sans plus tarder, commençons notre actualité avec cette nouvelle concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a rencontré ou qui a reçu le roi Abdallah II de Jordanie et ils se sont félicités de la trêve humanitaire à la bande de Gaza qui n'a pas encore pris effet mais qui va le prendre sous peu. Ils ont appelé la communauté internationale à en profiter pour secourir la population gazaoui et alléger le drame humanitaire qu'elle vit. Voici un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le roi Abdallah II Ben Al-Hussein, roi du royaume hachémite de Jordanie. Les deux dirigeants ont tenu une séance d'entretien au cours de laquelle le président el-Sisi a souligné le souci de la coordination continue entre les deux pays pour unifier les positions à la lumière des circonstances délicates qui règnent dans la région. Les deux leaders se sont félicités de la trêve humanitaire déclarée dans la bande de Gaza et ont affirmé leur vision commune concernant la nécessité de poursuivre un travail intensif pour parvenir à un cessez-le-feu permanent et de permettre l'accès des aides humanitaires suffisantes aux habitants de Gaza sans délai. Ce qui incarne le consensus international représenté dans les deux résolutions du Conseil de sécurité internationale et l'Assemblée générale des Nations unies concernées, tout en rejetant les politiques de famine et des sanctions collectives du peuple palestinien. Les deux pays ont affirmé aussi leur rejet total de toute tentative visant à déplacer la population de la bande à l'intérieur ou à l'extérieur de Gaza. Les deux dirigeants ont passé en revue les efforts déployés par les deux États pour communiquer avec toutes les parties afin d'apporter leur plein soutien au peuple palestinien frère, en soulignant la nécessité pour la communauté internationale d'exploiter la trêve actuelle pour secourir le peuple gazaoui et atténuer la tragédie humanitaire à laquelle la bande de Gaza est exposée. Les deux homologues ont également signalé que tout effort visant à restaurer la stabilité dans la région doit être basé sur le lancement d'un processus politique intégré dans le but de parvenir à un règlement global et juste pour la cause palestinienne à travers la solution à deux États et que la partie palestinienne doit obtenir ses droits légitimes, notamment un État indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé à la nécessité de réformer les politiques et les pratiques des banques multilatérales de développement afin de renforcer sa capacité de financement conformément aux priorités des pays en développement. Le chef de l'État a également souligné la nécessité de résoudre le problème de la croissance des dettes souveraines des pays en développement, y compris les pays à revenus intermédiaires. Dans son allocution prononcée devant le sommet virtuel du G20 plutôt, le président el-Sisi a jugé important de développer et de réformer la structure économique et financière internationale, ce qui implique de développer des mécanismes de financement efficaces et de maximiser les avantages des mécanismes existants. Et le chef de l'État a annoncé le lancement de la 3e édition de la semaine de l'Union africaine pour la reconstruction et le développement sous le thème Vers un avenir meilleur pour l'Afrique grâce à la construction de la paix. Elle se tient du 22 au 27 novembre. Le président el-Sisi a indiqué que cette semaine cherche à mettre en exergue les priorités accordées à la construction de la paix, la reconstruction et le développement en Afrique à une période où le continent est confronté à des défis graves et compliqués dans un contexte géopolitique et économique mondial marqué par la polarisation qui exige d'adopter une vision africaine globale pour faire face aux défis de la paix, de la sécurité et du développement. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a affirmé que le président Abdel Fattah el-Sisi tenait à poursuivre ses contacts et ses entretiens avec les acteurs internationaux en faveur d'un cessez-le-feu à la bande de Gaza, de la protection des civils, de l'acheminement de l'aide humanitaire et d'un règlement juste et global de la cause palestinienne. Lors d'une réunion de son cabinet hier au siège de la nouvelle capitale administrative, Madbouli a évoqué les résultats de la mobilisation de l'Égypte au niveau politique, diplomatique et humanitaire en faveur de la crise actuelle à la bande de Gaza. Le Premier ministre a également parlé de l'acheminement samedi dernier du plus grand convoi d'aide humanitaire aux frères palestiniens à Gaza organisé par le fonds Vive l'Égypte ou Tahya Nasr conformément aux directives présidentielles.
Le ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdel-Ghaffar, a souligné que l'Égypte possédait ou jouait un rôle historique envers les frères palestiniens. L'Égypte offre beaucoup de choses en faveur de la cause palestinienne, a-t-il dit, en recevant un convoi de prématurés palestiniens, et cela en présence du gouverneur du Nord Sinaï, Mohamed Abdel Choucha. Ce convoi est arrivé au point de passage de Rafah pour que ces blessés reçoivent des traitements dans des hôpitaux égyptiens. Et l'écrivain, journaliste et président de l'Organisme général de l'information, Dia Rochwan, a affirmé que les médias internationaux suivaient avec vif intérêt le rôle de l'Égypte à l'égard des développements en cours dans la bande de Gaza. Depuis l'escalade de la conjoncture au début d'octobre dernier, aussi bien que les efforts déployés par l'État égyptien sur les plans humanitaires, politiques et diplomatiques pour assurer l'accès des aides aux Palestiniens via le terminal de Rafah. L'Organisme général de l'information fournit à travers le centre de presse des correspondants étrangers toutes les facilités aux professionnels de médias accrédités en Égypte pour prendre note des efforts égyptiens et suivre de près les développements en cours, a fait savoir Dia Rochwan. Et la présidente du Conseil national de la femme, Maya Morsi, a participé aux activités de la 8e réunion ministérielle du comité technique spécialisé pour l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes, organisée par la Commission de l'Union africaine via l'application de vidéoconférence avec la participation des ministres responsables de l'égalité des sexes et des affaires féminines de tous les États membres de l'Union africaine. Au cours de la réunion, Maya Morsi a prononcé un discours dans lequel elle a exprimé sa solidarité avec les femmes, les filles et le peuple palestinien à la lumière de la détérioration des conditions que traverse Gaza. Elle a appelé à la nécessité de prendre en compte les droits humains des femmes dans toutes les discussions et consultations liées à la question palestinienne et même de leur accorder la plus haute priorité. La zone économique du canal de Suez accorde un vif intérêt au secteur de l'industrie automobile et au secteur associé, notamment à la lumière de l'adoption par l'autorité d'une stratégie d'implantation et de l'industrie automobile. C'est ce qu'a souligné en tout cas Walid Gamal-Eddine, président de la zone, lors de sa rencontre avec des représentants du groupe chinois Sailon, qui produit les pneus des voitures. Il a ajouté que l'autorité affichait en plein soutien à la présence des investissements chinois dans ce secteur important, à la lumière des incitations offertes par la zone économique aux investisseurs et des succès obtenus grâce à la coopération avec la partie chinoise à cet égard. Et on va parler culture à présent. L'exposition Ramsès et l'or des pharaons a ouvert ses portes au public australien au musée d'Australie à Sydney. Dès lors, un grand nombre de billets sont déjà vendus. Ont assisté à la cérémonie d'ouverture le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Mustafa Ouaziri, ainsi que le ministre des Arts, de la Musique, du Tourisme et des Affaires d'Australie, John Graham, ainsi que plus de 500 personnalités publiques et d'un certain nombre d'archéologues australiens. Visée à être la plus grande exposition à Sydney depuis une décennie, l'exposition interactive est une première en Australie présentant des objets, des trésors provenant de musées et de sites historiques à travers l'Égypte. Cette toute nouvelle expérience muséale offre aux visiteurs une opportunité pour mieux comprendre la vie et les réalisations de Ramsès II. Et à présent, je vous invite à découvrir les dernières actualités du secteur touristique en Égypte avec Hadia Osman et chez vous, c'est là. Le
Le musée gréco-romain a organisé le premier événement après son inauguration, et ce en célébrant la semaine du patrimoine d'Alexandrie organisée par le Centre français d'études alexandrines. La réception par le musée de cet événement, qui représente une importance particulière pour le gouvernorat d'Alexandrie, constitue le début d'un certain nombre d'activités dont le musée organisera dans le cadre de son rôle de sensibilisation culturelle et communautaire. Depuis 13 ans, le Centre d'études d'Alexandrie organise un événement annuel pour célébrer le patrimoine d'Alexandrie sous le nom de Semaine du patrimoine d'Alexandrie. Il s'agit d'une célébration qui dure toute une semaine, et la célébration de cette année s'intitule Alexandrie ne meurt jamais. La célébration comprenait un spectacle musical de la troupe Royal Quartet qui a joué des pièces classiques, suivi du spectacle théâtral Disparition, produit par l'initiative de l'ambassadeur du musée gréco-romain en collaboration avec le collège Saint-Marc et l'Institut Saint-Jean Antide. Cela a été suivi par l'inauguration de l'exposition d'art Alexandria Egyptum de l'artiste Mahmoud Saïd. Des peintures de certains artefacts du musée y ont été exposées. Dans le même contexte, à l'occasion de la célébration des Journées du patrimoine d'Alexandrie, le Musée national d'Alexandrie a assisté à l'inauguration d'une exposition intitulée Palais Bassili, 110 route Al-Hurriya. L'exposition a mis la lumière sur le bâtiment du palais et son histoire à travers des peintures, des documents et des photos appartenant au propriétaire du palais, Asad Bassili Pacha. Et on va parler sport à présent. Mohamed Salah, l'attaquant égyptien de Liverpool, a reçu un joli trophée personnel pour récompenser sa belle forme durant le dernier mois. Auteur de 5 réalisations en championnat contre Brighton, Everton et Nottingham, le Pharaon aux 88 sélections et 51 buts a été logiquement désigné joueur du mois d'octobre par la Première Ligue. Il succède ainsi aux Spurs de Tottenham, James Maddison, élu joueur du mois d'août, et Heung-min, élu joueur du mois de septembre. Et à présent, on va parcourir l'actualité locale en moins d'une minute. Un groupe de 28 bébés prématurés évacués de Gaza vers l'Égypte pour y recevoir des soins médicaux. On apprend également que l'Égypte a accueilli 13 millions de touristes au cours des 9 premiers mois de 2023. L'Égypte participe également sur le plan culturel à l'exposition du Metropolitan Museum de New York, avec une exposition intitulée L'Afrique et Byzance. On apprend aussi que 1000 établissements d'enseignement à Alexandrie seront alimentés par l'énergie solaire d'ici à la fin de 2027. Et enfin, l'Égypte accueillera en février le plus grand concours international dans le domaine de la programmation et de l'intelligence artificielle pour les enfants. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Avant de vous quitter, étant donné que ça y est, nous entrons en plein week-end, un conseil de sortie. Actuellement, il y a l'exposition immersive au Grand Musée égyptien dédié à Toutankhamon. Je vous invite vivement à y participer et de la découvrir. Non seulement ça vous permettra de voir les coulisses du Grand Musée, mais également de découvrir cette très belle exposition. Je vous garantis, vous n'allez pas le regretter. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. À très bientôt. Au revoir.
شهيدا 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 شهيدا. الأقصى نادى والندى غالي ويهون عشان